Congo, ekolo na biso tobongisa yango Congo, Congo, ekolo monene tobosa. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bienvenue à votre émission La démocratie en marche. Ce soir nous sommes avec l'association des femmes juristes du Congo. Et vous constatez que même le décor n'est pas le même que celui de nous avons l'habitude de voir avec ESTV. Et ça veut dire, tout simplement dire que nous sommes dans les locaux de l'association. Et pour cela, avec cette association, nous allons devoir plancher sur le thème « La femme et la société ». Alors, mes chers téléspectateurs, tenez-vous bien, nous allons devoir commencer notre émission. Et pour cela, il va falloir que les membres de l'association des femmes juristes du Congo puissent se présenter. Et nous allons commencer avec Madame Milando Jocelyne, qui est la présidente de la dite association. Bonsoir mesdames. Bonsoir monsieur. Alors Madame Milando Jocelyne, vous êtes présidente de l'association. Il serait quand même judicieux que vous-même vous puissiez nous parler de vous, à nos téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent. Et ça sera à tour de rôle, chacune de vous va devoir se présenter. C'est bien, monsieur Gildas, de nous rendre visite dans notre siège. Alors, je suis Madame Jocelyne Milandou, je suis la présidente nationale de l'Association des femmes juristes du Congo. Je suis par ailleurs première vice-présidente de la Fédération internationale des femmes des carrières juridiques. Je suis coordonnatrice du réseau national de lutte contre les violences sexo-spécifiques et je crois que ça suffit. Merci beaucoup. Voilà. D'accord. Et ensuite, nous avons celle qui est à votre droite. Elle peut se présenter aussi. Merci beaucoup pour la parole. Je me nomme Mademoiselle Laurette Bozongo. Je suis membre active de l'association et animatrice du centre. Merci. Merci, je suis Orlov Loubaki, membre actif de l'association des femmes juristes du Congo et je suis la responsable du centre d'aide et d'assistance juridique chargé des permanences. Merci. Bonjour, je suis Madame Sitou Lenda, je suis magistrat de formation. Je suis membre actif de l'Association des femmes juristes du Congo et conseillère de la Fédération internationale des femmes des carrières juridiques. Merci, je suis Mademoiselle Tonganga, membre actif de l'Association des femmes juristes du Congo. Je suis animatrice du centre. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, je crois que en ce qui concerne les dames, vous n'avez plus de questions à se poser là-dessus parce qu'elles se sont présentées toutes. Et pour appuyer encore un peu plus ce qu'elles venaient de dire, je tiens à vous signaler qu'elles sont toutes des juristes. Alors, mesdames, encore une fois de plus, bonsoir, parce que de toutes les façons, les salutations, on ne les fatigue jamais et elles ne nous fatiguent jamais non plus. Alors, mesdames, l'association des femmes juristes du Congo, est-ce qu'on peut savoir un peu la carte postale de la dite association? L'association des femmes juristes du Congo est affiliée à la Fédération des juristes africaines et affiliée, comme vous l'avez compris, à la Fédération internationale des carrières juridiques, dont la présidence est assurée depuis quelques jours par une de nos consoeurs du Mozambique, Madame Osvalda Johanna. Le congrès électif s'est tenu le 24 novembre dernier et donc c'est la première fois que l'Afrique assure la présidence de cette fédération. Notre association a été créée en 1990 ici à Brazzaville. Elle compte deux sections, la section de Pointe-Noire qui est la première section et la section de Brazzaville, et elle a également un bureau national. Alors les objectifs de notre association, vous avez compris, Monsieur Gildas, qu'il s'agit de défendre
les droits humains en général, ceux de la femme et de l'enfant en particulier, et l'association forte de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, lutte également contre toutes les violences faites aux femmes. Et vous savez que les violences faites aux femmes sont légion, donc notre association met un accent particulier à recevoir les victimes, à les écouter, à les orienter et même à les assister au plan judiciaire. Que dire encore de notre association? Je vous ai dit donc qu'elle a été créée en 1990. Elle est composée de membres actifs, de membres d'honneur et de membres associés. Beaucoup, madame, peut-être que l'une de vous voudra bien ajouter quelque chose par rapport à la carte postale de votre association, madame Zitou. Pouvez-vous ou voulez-vous bien ajouter quelque chose par rapport à ce que votre consoeur venait de dire tout à l'heure? Monsieur le journaliste, alors effectivement, au sein de l'association, nous avons un centre d'écoute. Donc nous recevons toute personne, en particulier des femmes qui ont été victimes de violences conjugales, de violences au sein de leur famille, de violences quelconques. Donc nous les recevons ici, nous les écoutons et nous les orientons vers des tribunaux quand cela est possible, et sinon vers d'autres solutions dans la mesure du possible. Voilà, le centre d'aide et d'assistance juridique de l'association, qui se trouve au ministère de la Promotion de la Femme, reçoit toutes les femmes, non seulement celles qui sont victimes, ou encore toutes les personnes qui veulent avoir des informations judiciaires, qui veulent être accompagnées ou assistées, qui ont besoin d'informations sur la législation nationale. Voilà, donc nous sommes là pour recevoir ces personnes et leur apporter le concours nécessaire. Je crois que jusque-là, nous évoluons dans le bon sens parce que tout ce qui s'est dit, moi je pense, en ce qui me concerne, que en tout cas, pour l'instant, nous sommes tous satisfaits parce que le but aujourd'hui, c'était justement de soutirer de ces dames justement tout ce qu'elles ont justement en ce qui concerne leur association. Alors, mesdames, s'il vous plaît, alors, vous savez, comme je l'ai dit tantôt dès le départ, que notre thème de ce soir, c'est la femme et la société. Alors, j'aimerais justement tirer de vos langues, si vous me permettez l'expression, ce que vous attendez par la femme. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens parlent de la femme, il y en a de ceux qui pensent que la femme, c'est forcément celles qui sont au foyer. Alors, pour vous, quand vous parlez de la femme, vous voulez faire allusion à la femme à partir de quel âge à peu près, qui a quelle situation sociale, s'il vous plaît? Parler de la femme, c'est partir de la définition. Et on définit la femme comme un être humain donc à part entière, de sexe féminin. Ça signifie que la femme, qu'elle soit dans un foyer, qu'elle soit mariée, qu'elle ne soit pas mariée, dès lors qu'un enfant, qu'un bébé naît de sexe féminin, à ce moment-là, on parle d'un enfant de sexe féminin. Et lorsque la femme n'est plus une jeune fille, c'est-à-dire lorsqu'elle a plus de 18 ans, on en parle comme étant une femme. On en parle comme étant une femme par opposition à l'homme, mais c'est un être humain à part entière. Lorsqu'on va sous l'angle de la citoyenneté, la femme est un citoyen à part entière. Ce n'est pas un être inférieur, ce n'est pas un être mineur, ce n'est pas un être en curatelle ou en tutelle, mais il s'agit bien d'un être humain, doté donc de la pensée, doté de la raison, et donc qui doit jouir de toutes les prérogatives inhérentes à la condition humaine. Donc la femme n'est pas un être inférieur, et pour être appelée femme, ce n'est pas à confondre en fait avec l'état matrimonial. Une femme qui n'est pas mariée, dès lors qu'elle a plus de 18 ans, qu'elle a plus de 20 ans, il s'agit d'une femme. Dans la société, on peut en parler en termes de jeune dame,
mais il s'agit d'une femme. Et il ne s'agit pas d'un être inférieur à l'homme. Et cela, nous n'inventons rien. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme qui le dit en son article 1er, à savoir que tous les êtres humains naissent égaux en droit et en dignité. Donc la femme est un être humain de sexe féminin qui a des droits, qui a des prérogatives et dont la dignité doit être reconnue et respectée. Voilà. Alors, la femme vit dans un environnement qu'on appelle société. Alors, Madame Sitou, nous voulons comprendre un peu ce que nous entendons ou ce que vous pouvez nous dire par société. La société, c'est le milieu dans lequel des personnes, notamment des hommes et des femmes, évoluent. La société, c'est le milieu dans lequel ils travaillent. La société, c'est le milieu dans lequel ils éduquent leurs enfants. La société, c'est le milieu dans lequel ils s'épanouissent. Voilà comment nous pouvons définir la société. Et je pourrais ajouter que la société est composée de l'ensemble des citoyens qui vivent dans un territoire considéré un territoire lambda. Donc lorsqu'on dit vivre en société, ça signifie que l'on ait de bons commerces avec tous les citoyens qui se trouvent justement dans le pays considéré. Vivre en société. Parce que l'homme est un animal pensant, et quand je dis homme, c'est avec un grand H, donc homme et femme. L'homme est un animal pensant, mais qui vit en société. Et voilà pourquoi, lorsque l'on commet des infractions à la loi pénale, par exemple, ou lorsque l'on pose des actes inciviques, où on porte, par exemple, atteinte à la propriété d'autrui, on parle d'actes antisociaux. Donc c'est contraire à la société. Parce que vivre en société, ça signifie que l'on vit en paix avec tout le monde et l'on sait que sa liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. C'est cela la société. C'est cela la société. Les femmes sont essentiellement les bénéficiaires, mais comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous vivons en société et en tant que juristes, nous nous intéressons à toutes les questions de droit, puisque notre association, nous avons bien dit dans nos statuts, s'occupe essentiellement des droits humains, les droits humains en général, ceux de la femme et de l'enfant en particulier. Et c'est à ce titre, par exemple, que nous avons mené une vaste campagne déjà sur les principes démocratiques qui régulent la vie démocratique au Congo. Et c'est ainsi, par exemple, que les femmes juristes se sont retrouvées à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Owando et dans d'autres contrées. Nous avons également vulgarisé la résolution 1325, par exemple. La résolution 1325, vous savez, c'est cette résolution qui exige des États en conflit, des États qui sont en guerre, d'impliquer les femmes pour la prévention des conflits, d'impliquer les femmes dans la consolidation de la paix, d'impliquer les femmes dans la résolution des conflits. Et nous avons donc vulgarisé la résolution 1325. Donc vous voyez bien, M. Gildas, que ce sont des questions sociétales, mais qui intéressent aussi bien les hommes que les femmes. Nous nous sommes également intéressés à la question de la garde des enfants. Il y avait au Congo, pendant un certain temps, un certain nombre d'idées farfelues selon lesquelles, lorsqu'un enfant était né, par exemple, hors mariage, que la garde de cet enfant revenait nécessairement au père lorsqu'il aurait l'âge scolaire. L'âge scolaire, à l'époque, les gens disaient que c'était 6 ans. Mais la loi dit le contraire. La loi dit le contraire, notamment notre code de la famille est clair là-dessus, à savoir que l'enfant né d'une union non légitime, la garde de cet enfant appartient à la mère. Sauf, le législateur met un point et il continue, toutefois,
si l'inconduite de la mère peut nuire à l'épanouissement de l'enfant, à ce moment-là, le père peut demander la garde de l'enfant. Mais il demande la garde de l'enfant qui peut lui être attribuée après une enquête de moralité qui est faite s'agissant du père et qui est faite également s'agissant de la mère. Donc, l'enfant qui est né d'une union non légitime devrait vivre avec sa mère et aller vivre avec son père dans l'hypothèse où la mère serait dans le désordre, aurait une conduite qui pourrait porter préjudice à l'enfant. Et ce travail a été fait par les femmes juristes. Parce que beaucoup de femmes se plaignaient de ce qu'elles avaient été privées de manière assez cavalière de leurs enfants. Et donc les femmes juristes se sont mises dès 90 à vulgariser ces dispositions. Et aujourd'hui, la femme congolaise sait que lorsqu'elle a un enfant hors mariage, elle a la garde de son enfant. Et elle peut demander une pension alimentaire parce que le père et la mère doivent contribuer à l'éducation des enfants proportionnellement à leurs facultés. Vous pouvez avoir affaire à une mère qui n'a pas de revenus salariaux, elle garde l'enfant parce qu'un enfant s'épanouit mieux aux côtés de sa mère qu'aux côtés de l'épouse de son père. L'épouse du père, c'est l'épouse du père, mais ce n'est pas la mère de cet enfant. Donc il est évident que un enfant, pour s'épanouir, ce n'est pas tant l'argent qui l'épanouit, ce n'est pas tant le confort matériel qui existe chez le père, mais un enfant, pour s'épanouir, a besoin de l'affection de sa mère, a besoin au quotidien des attentions de sa mère. Et donc nous avons fait un grand travail qui nous a amené d'ailleurs à produire une brochure sur la garde de l'enfant. Pour dire qu'il veut... Peut-être faire un complément. L'association des femmes juristes a travaillé sur la question de la garde des enfants. Donc on a vu qu'il y avait la garde des enfants nés hors mariage, mais également la garde des enfants nés dans le mariage, la garde des enfants dont l'un des parents est décédé, ou alors la garde des enfants adoptés. J'ai compris que dans votre démarche, vous vous attelez ou encore vous attardez plus sur les droits de la femme. Alors au Congo, plus précisément, j'aimerais savoir, avec justement l'accord de nos téléspectateurs qui nous suivent, alors c'est pour savoir un peu, pour vous, quand vous parlez des droits de la femme, vous pouvez nous répertorier ces droits dont vous faites allusion dans notre pays? Les droits de la femme, parler des droits de la femme, c'est parler des droits humains en général, qui sont reconnus à tout être humain par la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Donc la femme a tous les droits que possède tout être humain. Donc la femme a le droit à la vie, à la dignité, elle a des droits sociaux, des droits culturels, des droits sexuels, elle a droit à l'éducation, à un salaire acceptable, elle a droit à une vie, à un niveau de vie suffisant. Elle a le droit de vote, le droit de lire et d'être éligible. Elle a le droit à l'éducation, le droit d'accès aux soins de santé. Et donc tous les droits qui sont reconnus à tous les humains sont les mêmes qui sont reconnus à la femme. Et que la femme a tous les mêmes droits que l'homme a dans le cadre professionnel aussi. Elle a le droit à faire la politique, elle a le droit à travailler, elle a le droit à s'exprimer, elle a le droit au vote et tout ce qui concerne les éléments de la société aussi. Je voudrais savoir, parmi tous ces droits que vous avez essayé de énumérer, est-ce que dans votre local ici, il arrive que vous recevez les femmes qui viennent se plaindre parce que leurs droits sont bafoués dans les foyers ou au niveau professionnel? On peut l'expliquer tout simplement par le fait que les multiples violations ou le nombre de fois que les femmes sont victimes de violences signifie que les droits des femmes ne sont pas respectés.
leurs droits sont bafoués. Il y a même des femmes qui viennent ici, qui se demandent, est-ce que nous les femmes, nous avons des droits? Les veuves, par exemple, lorsqu'elles perdent leur mari, elles sont mises de côté, elles ne bénéficient de rien, elles sont chassées parfois même de l'habitation principale. Donc elles viennent, elles posent la question de savoir si elles ont les droits. Donc c'est les violations que les femmes subissent justifient que leurs droits sont suffisamment violés. Alors, est-ce que l'association, par rapport à cette situation, a pu déjà ou fait quelque chose dans... Effectivement, Monsieur Gildas, l'association agit lorsqu'elle est informée. Et nous butons malheureusement à un problème, c'est que beaucoup de femmes sont résignées. Elles ne dénoncent pas les violations, pas assez en tout cas. Elles ne dénoncent pas assez les violations dont elles sont victimes. Mais lorsque des femmes ayant perdu leur mari sont victimes de sévices et autres, et qu'elles nous en informent, ou directement ou par personne interposée, effectivement, nous faisons ce qui est en notre possible pour arrêter, ce sont des violences en fait. Parce que lorsqu'une femme perd son mari, bon, elle est déjà affectée par ce qui lui arrive. Alors si en plus il faut ajouter à cela les humiliations, les vexations, ou encore que des personnes viennent finalement gérer sa vie, ça fait beaucoup. Et il nous est déjà arrivé dans l'histoire de l'association, que ce soit à la section de Pointe-Noire ou à la section de Brazzaville, de faire réintégrer par exemple des femmes veuves au domicile conjugal. Donc nous les recevons, nous les écoutons et nous les écoutons pour savoir aussi quel est le régime matrimonial qui est lié à leur défunt époux, et à ce moment-là, nous leur indiquons la marche à suivre. Mais lorsque c'est criard, imaginez qu'une femme perde son mari le 15 novembre, qu'il a enterré, on va dire quoi, le 27 novembre, et que le 30, jour de la réunion familiale, que cette femme est menacée d'être mise à la porte, lorsque nous sommes informés, nous nous organisons pour la maintenir au domicile conjugal, surtout que c'est prévu par la loi. Et vous allez vous demander comment nous faisons. Nous avertissons le procureur de la République. Nous demandons à la dame de saisir le juge des référés afin qu'elle soit maintenue dans les lieux. Et vous savez que le juge des référés peut rendre une décision dans l'heure qui suit le dépôt de la requête. Et c'est comme cela que nous avons réussi à maintenir des femmes au foyer conjugal avec leurs enfants. Mais il y a un problème. Il y a un problème dans la culture traditionnelle congolaise. Il y a des femmes qui sont sous le poids de ces traditions. Et ce sont des femmes qui en plus sont totalement résignées. Et lorsque cela leur arrive, elles ne disent rien par peur, soi-disant, de la sorcellerie et autres. Et nous profitons de votre micro pour dire non. Les dames, les femmes doivent se défendre, les femmes doivent dénoncer ce qu'elles vivent. Parce que si elles ne dénoncent pas, ben, ces délinquants, moi j'appelle cela des délinquants familiaux, continueront à agir ainsi. Et finalement, ils désorganisent totalement la vie d'une famille. Ce n'est pas parce que le père disparaît que les enfants et l'épouse n'ont pas le droit de vivre dans un milieu décent, dans un milieu digne de ce nom. Surtout que la loi autorise la veuve, donc qui est la conjointe survivante, à demeurer au domicile conjugal minimum 1 an, dans certains cas. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure des régimes matrimoniaux. Et en plus, la jurisprudence de chez nous tient compte de l'âge
du dernier enfant, parce qu'on estime que cet enfant doit grandir au domicile de son père et de sa mère, parce que généralement, on a tendance à ignorer que en fait, le patrimoine souvent est un patrimoine commun. Les femmes contribuent à acheter un terrain, à construire une maison, mais je dirais par hypocrisie dans notre société, il y a des personnes qui décident d'ignorer cela. Ce n'est pas possible d'être en couple et de ne jamais contribuer au confort familial. Donc, dans certains cas, il peut arriver que si, par exemple, le dernier enfant a moins de 10 ans, on va autoriser cette épouse à rester au domicile conjugal jusqu'à ce que son dernier enfant ait 18 ans ou bien soit déjà à l'université si l'enfant poursuit des études supérieures. Votre combat, elle n'est pas incompatible à la culture congolaise. Parce que quand on parle d'un peuple, on fait allusion à la culture. Quand on parle de la culture, on fait allusion à l'identité. Est-ce que ce que les femmes subissent ou vivent dans les ménages, est-ce que cela n'est pas quelque chose qui émane de la culture, de la tradition congolaise? Si cela émane de la tradition congolaise ou de la culture congolaise, mais à quoi bon justement de vouloir effacer cette culture ou cette tradition? Sinon, c'est la disparition totale de l'identité. Alors, que répondez-vous par rapport à ça, madame? Je pense qu'il n'est pas d'usage qu'un mari batte sa femme jusqu'à la mort, que ce soit accepté par nos traditions. Nos traditions veulent que la femme soit sous la coupe du mari, que le mari dirige, gère le ménage, mais je ne pense pas que nos traditions veulent que les maris battent les femmes jusqu'à perdre son dernier litre de sang. Lorsqu'un mari, pour corriger sa femme, parce que la femme lui a donné une réponse qui ne lui convenait pas, lui enfonce un stylo dans l'oreille, je ne pense pas que ce soit nos traditions. Ce que nous demandons, ce n'est pas que les femmes se lèvent et disent qu'elles sont supérieures aux hommes et qu'elles peuvent faire au-delà de ce que peuvent faire les hommes. Non, notre combat, c'est que la femme soit respectée, qu'elle soit respectée en droit et en dignité. Donc qu'elle puisse vivre normalement, qu'elle puisse parler, qu'elle puisse aller voter, qu'elle puisse aller dans un supermarché sans avoir à demander une autorisation écrite à son mari ou autre. Et surtout qu'elle ne soit pas violentée. C'est cela notre combat. Je pense dire aussi que la culture n'est pas au-dessus de la loi. La loi dit nul n'est censé ignorer la loi. Les comportements inhumains ou la torture est interdite par la loi. Et les coutumes qui sont rétrogrades ne peuvent pas avoir de place dans une société. La société est régie par des textes. Et des textes qui définissent les libertés fondamentales, les droits des personnes qui ne peuvent pas être violés. Et donc la culture ne peut pas permettre à un être humain de faire du mal à un autre. Et surtout quand on parle de violence conjugale, c'est inacceptable de voir, comme l'a dit Madame Sitou, que le mari puisse battre sa femme. Surtout que lors du mariage des époux, la loi dit que les époux se doivent mutuellement respect, assistance et secours. Et si dans le milieu vous devez vous sentir le mieux protégé, vous subissez ces actes dégradants ou inhumains, ces personnes devraient être traitées avec toute la rigueur de la loi. Contrairement à ce que vous pensez, M. Gildas, notre combat n'est absolument pas contraire à nos traditions. Mais les traditions, vous savez qu'elles ont été condensées dans un code qui s'appelle le Code de la famille, qui est encore en vigueur. C'est vrai qu'il fait l'objet de réformes, il y a un certain nombre de choses qui vont être modifiées, mais pour l'heure, c'est ce code qui est en vigueur. C'est la loi 073 du 17 octobre 1984 qui porte le Code de la famille. Et donc, les coutumes congolaises ont été condensées, ont été unifiées justement dans ce code. Mais il n'est dit nulle part
dans les traditions congolaises qu'on a le droit de battre sa femme, qu'on a le droit d'affamer sa femme. Ce n'est dit nulle part. Et notre combat ne peut pas aller donc à l'encontre des traditions. Parce qu'il ne s'agit pas de se cacher derrière les coutumes rétrogrades pour justifier la méchanceté qui est le lot de certains individus. Parce que lorsque vous battez votre femme jusqu'à ce que mort s'en suive, ou jusqu'à ce qu'elle perde un organe, un œil, qu'elle perd l'usage de ses oreilles, donc elle perd l'ouïe, ou vous lui cassez le nez, elle perd le sens de l'odorat, je crois que cette cruauté, en fait, c'est de la criminalité. Il faut être criminel pour battre une personne avec laquelle on a une communauté de vie, avec laquelle parfois on a des enfants, mais c'est quand même la maman de vos enfants. Et c'est une femme à qui vous avez dit à un moment donné de votre vie que vous l'aimez, que vous l'aimez, que vous l'aimiez. Mais si vous ne l'aimez plus, il est préférable de se séparer. Il ne s'agit pas de se défouler sur une femme en se disant qu'on a un droit de correction sur les femmes. Les hommes n'ont pas de droit de correction. Ma consoeur a développé tout à l'heure que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, ou encore conformément à la Déclaration universelle des droits de la femme, mais il est anormal qu'une femme puisse subir autant de violence. Il est anormal qu'une femme soit humiliée par sa belle famille parce qu'elle a perdu, son mari. Vous vous rendez compte, il y a des femmes qui sont humiliées par des neveux de leur mari qu'elles ont, elles, élevés. Donc elle a contribué à nourrir ses neveux ou à même payer les frais scolaires, et le jour où l'oncle décède, cette femme devient une adversaire. Donc notre combat n'est absolument pas contraire à nos traditions. Le Congo est un pays, les Congolais sont très humanistes. Les Congolais sont humanistes, les Congolais sont déformés depuis quelques années, mais à l'époque de nos ancêtres, on n'avait pas besoin de battre une femme. Et vous savez que les chiffres actuellement sont en recrudescence. Aujourd'hui, sur 600 femmes qui ont été enquêtées en 2017, 62% ont déjà été battues. Mais elles sont battues au niveau familial. Donc ce sont les violences conjugales. Mais les femmes subissent également des violences en milieu professionnel. Il peut arriver qu'un supérieur hiérarchique injurie une collaboratrice. Mais le chef, le supérieur hiérarchique n'a pas le droit d'injurier une collaboratrice. Si le travail est mal fait, on lui demande de le refaire. Mais par exemple, même le fait d'harceler sexuellement les femmes par des supérieurs hiérarchiques. Mais ce sont des violences qui sont faites aux femmes. De la même manière qu'un homme peut décider de sortir avec telle femme, mais la femme à qui on fait des avances, il faut qu'elle ait envie. Et donc on ne peut pas la violer dans les lieux de service. Et malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Et les femmes se taisent, certaines femmes se taisent. Mais nous disons à ces femmes-là, quitte à perdre son boulot, il ne faut pas se taire, il faut dénoncer, porter plainte, et elles seront dédommagées par ces personnes qui les harcèlent. Dans les prisons, on trouve des femmes qui sont dans des prisons depuis des années, quelquefois. Il y en a de celles qui tombent enceintes dans des prisons. Eh bien, elles n'ont pas souvent les moyens de se trouver des avocats. Alors, l'association, dans ces conditions, a déjà fait une démarche dans ce sens. Si oui, alors on peut quand même avoir une idée. Sinon, pourquoi l'association ne le fait pas? Il nous arrive d'organiser des visites à la maison d'arrêt et nous mettons généralement l'accent dans les quartiers femmes. Dans les lieux carcéraux, les lieux de détention, souvent les femmes vivent des situations encore plus difficiles que les autres délinquants.
de droit commun pour la simple raison qu'elles sont doublement victimes. Lorsque les conditions ne sont pas réunies pour qu'il y ait des quartiers séparés, elles peuvent être victimes des autres délinquants hommes. Mais lorsque les quartiers sont bien séparés, elles sont malheureusement victimes des comportements délictueux de certains fonctionnaires qui travaillent justement à la maison d'arrêt. Et c'est vrai que c'est déjà arrivé que des femmes détenues tombent malheureusement enceintes à la suite d'un viol, parce qu'en fait il s'agit de viol, parce que lorsqu'on leur impose des conjonctions sexuelles, ce n'est pas pour autant qu'elles sont libérées des centres pénitentiaires. Elles y restent et parfois la grossesse s'y développe. Alors lorsque nous sommes informés, nous écrivons au juge d'instruction, nous écrivons au procureur de la République pour que ces comportements soient sanctionnés. Merci à Madame Sitou. Alors, Madame Sitou, aujourd'hui, dans notre société, on remarque que, au moins certains observateurs remarquent que les femmes sont devenues pratiquement comme des appâts pour les politiques. Comme les politiques les exploitent, les utilisent pour des raisons politiques ou des raisons électorales. Est-ce que vous, au niveau de votre association, ça vous arrive d'aller justement vers ces femmes pour leur faire savoir qu'elles ne doivent pas toujours se mettre derrière ces politiques qui, à la fin, malgré les promesses, et ces promesses ne sont pas respectées? Est-ce que vous, au moins, comme vous arrivez à faire la sensibilisation? Nous ne faisons pas de sensibilisation à l'égard de cette catégorie de femmes que vous venez de citer, nous le faisons de façon générale, parce qu'en sensibilisant sur les droits en général de toutes les femmes, ces femmes se retrouvent. Donc nous faisons de la sensibilisation à l'endroit de ces femmes. On fait de la sensibilisation, tout à l'heure on vous a parlé de la caravane que nous avons eu à faire l'année dernière pour sensibiliser dans tout ce qui est démocratie participative des femmes, de toutes les personnes en général, et en particulier des femmes. Et à cette occasion, justement, on pointe du doigt tous les comportements contraires au texte, tous les comportements qui n'honorent pas la femme. Voilà. Donc à l'occasion de ces caravanes, on parle effectivement de tous ces mots. D'accord. Alors, depuis 1990 à nos jours, l'association a vu le jour, a évolué, grandi et existe. Alors, j'aimerais savoir un peu, est-ce que vous rencontrez quand même des difficultés dans vos entreprises en ce qui concerne l'association? Par exemple, nous au centre, que nous rencontrons surtout avec les victimes, il y a des victimes qui viennent, des victimes par exemple de viol ou les battus, qui veulent déclencher des procédures judiciaires. Et nous les demandons alors d'aller vers un médecin pour se faire produire un certificat médical. Et souvent ces femmes n'ont pas de moyens. Étant donné que le certificat coûte 10 000, elles n'ont pas de moyens pour en avoir. Et souvent elles se rétractent. Et comme nous-mêmes, l'association, nous avons des difficultés financières, Madame la Présidente pourra peut-être en dire plus. Parfois, nous sommes dans la difficulté pour aider ces femmes. Oui, les difficultés, elles sont réelles, hein, comme venait de le souligner ma consoeur Orlov. Vous savez, nous sommes une organisation non gouvernementale à but non lucratif. Donc, nos subsides proviennent essentiellement des cotisations des membres, des adhésions, et il nous arrive parfois de recevoir des aides des membres d'honneur de notre association, mais cela n'arrive pas tout le temps. Et nous sommes donc confrontés à de sérieux problèmes financiers pour faire tout ce qu'on aimerait faire. Par exemple, nous devons faire l'accompagnement judiciaire, mais l'accompagnement judiciaire, il faut avoir quelques fonds. Et même en notre sein, pour fonctionner,
nous avons besoin de fournitures basiques, nous avons besoin de matériel, nous avons besoin d'ordinateurs. Les ordinateurs que nous avons ici, c'est des ordinateurs qui ont plus de 10 ans. Et il nous arrive aussi de manquer de papier. Donc, pour faire vivre l'association, nous sommes obligés de retrousser souvent nos propres poches. Bon, les pouvoirs publics savent que nous faisons un travail important pour les citoyens. Parce que nous avons par exemple mené une activité dont Madame Sitoa parlait tout à l'heure, c'est cette caravane que nous avons faite dans les différentes mairies de Brazzaville pour sensibiliser les citoyens sur les conflits post-électoraux. Nous avons demandé aux citoyens que tout devait se régler dans les urnes et qu'il fallait éviter qu'il y ait nécessairement des ordres après des consultations électorales. Mais en dehors de quelques mairies qui nous ont donné de l'eau ou du jus, nous nous débrouillons avec les petits moyens de bord. Donc nous avons énormément de difficultés alors que nous avons tellement de choses qu'on aimerait faire. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes en train de descendre progressivement vers la fin justement de notre émission, mais j'aimerais que l'association des femmes juristes du Congo puisse au moins quand même, chacune d'elles peut avoir au moins 1 minute pour essayer, donc 20 secondes chacune d'elles, pour essayer d'adresser à nos concitoyens et même aux Congolais de l'extérieur, parce que cette émission est suivie même sur YouTube et les réseaux sociaux en général. Qu'est-ce que l'association peut attendre justement des Congolais, des pouvoirs publics pour peut-être pas sa survie, mais pour son existence? Parce que vous avez énuméré quelques points importants, donc les difficultés financières, matérielles. Alors, qu'est-ce que vous pouviez attendre justement des Congolais? Alors, ce que nous attendons des Congolais, en fait, c'est que ces Congolais s'arriment à notre lutte. Parce que le combat que nous menons n'est pas seulement le combat des femmes juristes, il n'est pas seulement le combat des femmes, mais il est le combat de tous les hommes, tous les êtres humains, tous les hommes avec un grand H. Voilà. Et l'association manque, nous l'avons dit tout à l'heure, manque de moyens pour pouvoir y parvenir. On a besoin de faire de la sensibilisation, de la vulgarisation, de passer sur des plateaux télévisés, et c'est de l'argent. Alors si chaque citoyen, si chaque pouvoir public à son niveau peut faire de la sensibilisation des droits, de la vulgarisation, ce sera déjà de grands pas d'effet. Nous sachions que l'égalité de droit au Congo ne conduit pas encore à une égalité de fait. Donc en fait, il faut que tout le monde mette la main à la pâte, qu'on puisse y arriver. Il y a des textes de loi qui existent, notamment pour l'assistance judiciaire pour les personnes démunies. Ce serait vraiment une bonne chose que cette assistance judiciaire puisse se faire. Parce que dans notre constitution, dans toutes nos constitutions, dans les préambules, il est dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit. Mais il y a des procédures à mettre en place pour que tout le monde puisse, par exemple, ester en justice. Mais lorsque vous ne pouvez même pas vous payer un certificat médical qui coûte 10 000 francs, et là-dessus, les médecins, ils ne reculent pas. C'est 10 000 francs pour tout le monde, indigent, pas indigent, c'est 10 000 francs. Et ensuite, l'assistance d'un avocat, c'est payant également, parce que l'avocat, c'est une profession libérale. Donc l'avocat ne peut pas aller faire le secours catholique et se mettre à plaider ou à conclure ou à défendre les individus sans contrepartie financière. Donc que ces mécanismes-là soient mis en place, et il faudrait peut-être qu'on regarde cette question au ministère de la Santé. Il est possible d'envisager un service où les indigents pourraient aller se faire délivrer des certificats médicaux.
Voilà. C'est pour nous un plaisir que vous nous recevez dans vos locaux. Alors, le pouvoir public, voilà, vous avez suivi, et les Congolais en général, et même la communauté internationale, pourquoi pas, parce que quelqu'un disait quelque part que là où l'homme échoue, la femme réussit toujours. Et aujourd'hui, nous voyons comment ces femmes juristes essaient de se battre corps et âme pour voir comment essayer de redonner la dignité à la femme. Alors, merci beaucoup. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Je remercie l'équipe technique qui a permis la réalisation pratique de cette émission. Mes salutations aux amis de l'émission La démocratie en marche qui sont du côté du Sénégal. Il s'agit justement de Yvan César Banakissa et tous ceux qui sont de l'autre côté de Kinshasa. Alors, à nous revoir la prochaine fois. À bientôt. Merci. Congo, ekolo na biso tobongisa yango. Congo, ekolo